bonjour. Alors je vais vous présenter quelque chose qui est beaucoup plus récent que ce que vous avez présenté avant. Nous, on a débuté il y a 2 ans et puis en réalité plutôt il y a 6 mois. Tout est un peu dit dans le titre et puis on va un petit peu aller voir plus en détail. Alors collaboration, juste pour préciser un petit peu, on va avoir des observatoires sismologiques, donc on est là pour observer des séismes et des équipiers. Et puis laboratoire interuniversitaire, des sciences de l'éducation et de la communication avec la société acteurs gouvernement en Europe. Donc on a un peu une collaboration, on va dire, sciences géophysiques, au sens large, et puis sciences humaines. Je ne vais pas aller plus dans le détail, on a un peu le nombre de gens qui sont impliqués pour l'instant dans le projet. Alors globalement, l'objectif de notre projet, c'est d'étudier les retombées scientifiques et sociologiques de l'installation d'un réseau de sismographes connectés chez les particuliers. Donc là, on en a directement chez les particuliers avec un équipement que nous, on n'a pas développé, qu'on voulait développer il y a une quinzaine d'années, et finalement, le marché était plus vite que nous, et donc on s'appuie sur ça. Donc, grossièrement, comme toujours dans ce type de projet, c'est un projet interdisciplinaire, pluridisciplinaire, qui allie sismologie, sciences sociales, qui tourne autour de l'installation de sismographes bas coût dans les habitations, on reviendra là-dessus bien sûr, et qui permet 2 types d'observations. Sismologique, donc principalement notre objectif, nous, c'est densifier un maillage encore lacunaire de stations pour augmenter la capacité d'observation, c'est toujours augmenter le nombre pour avoir une meilleure écoute, et une capacité d'analyse des séismes. Quand le sujet sismologie sera plutôt traité, vous verrez ce petit logo qui apparaîtra à côté, et un aspect sociologique où on est intéressé à étudier l'engagement des citoyens dans un travail de mesure, et est-ce que ce travail de mesure va finalement modifier leur perception de la science et des domaines associés. Et là, ce sera un petit logo, on va trouver ce qu'on pouvait, pour le citoyen, qui est très simple. Alors, sur le volet sismologique, les objectifs principaux, parce que quand on commence à avoir une densité de capteurs, on ouvre des portes d'un point de vue capacité de compréhension du phénomène où on ne sait pas jusqu'où on va, mais on sait qu'on en ouvre de très grandes. Donc ici, on a bien sûr enregistré et localisé l'activité sismique non identifiée par les réseaux permanents. Pour vous donner un ordre de grandeur, à l'échelle de la France, on a actuellement 400 stations sismologiques. Le coût d'une station sismologique, c'est entre 50 et 100 000 euros l'installation, sans compter la maintenance. Et vous pouvez faire le calcul, 400 stations, on a 35 000 communes en France, avec des milliers, voire des millions d'habitants. Donc on a une potentialité qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir. On n'a même pas un capteur pour 100 communes à l'échelle française. Et on n'a pas les capteurs dans les villes, puisqu'on met des capteurs en général dans des endroits qui sont peu bruités. Vous verrez que du coup, on ne peut pas accéder à tout. Donc effectivement, on a besoin de vérifier la capacité de détection des faibles secousses par ces capteurs, et de vérifier si cet équipement est vraiment utile, sachant qu'on le met chez des particuliers, dans des maisons. Donc on peut avoir le bruit anthropique, le bruit des gens et de la vie autour. Et toute une série, alors on pourrait faire une liste à la Prévert, j'en mets quelques-uns. Les effets de site, en fait, c'est les particularités sous votre mesure qui est liée à votre bâtiment ou au sous-sol, et qui va modifier le signal sismique que vous allez enregistrer. Les fréquences propres du bâtiment, qui vont caractériser le bâtiment en elle-même. Alors ça, pour l'aspect protection parasismique, c'est important, puisque un bâtiment qui commence à être endommagé petit à petit par des séismes, sa fréquence propre va varier, donc c'est aussi un critère qui nous paraît intéressant. L'atténuation régionale, un peu comme l'atténuation dans l'air, l'atténuation sismique c'est dans le sol, mais on la connaît de façon assez imparfaite, selon les régions, plutôt mal. Profondeur de la sismicité, là c'est toujours pareil, plus on est loin de l'épicentre, de l'endroit où il y a eu le séisme, moins de capacité d'avoir une bonne contrainte sur la profondeur. Donc densifier, effectivement, peut nous permettre de contrôler un peu mieux et du coup de remonter aux erreurs sur le passé qu'on pouvait faire. Et puis l'identification de la microsismicité, tous les petits séismes naturels, et aussi ce point qui est assez important, anthropique, qui devient vraiment quelque chose d'important aujourd'hui, notamment par l'activité géothermique, du stockage de CO2, etc., qui font qu'on va aller un petit peu titiller le sous-sol et créer de la microsismicité. Et puis un autre aspect sur lequel on travaille déjà, on fait déjà ce travail depuis une vingtaine d'années, mais en cas de séisme ressenti, ce qui nous intéresse en fait, c'est de faire la relation entre les observations humaines, vous verrez ça fait 20 ans qu'on les collecte, et les mesures instrumentales. Là on aura un intérêt, c'est qu'on aura une colocalisation parfaite entre l'instrument et la personne qui vient témoigner, ce qui n'est pas le cas avec les stations permanentes, qui peuvent être éloignées de plusieurs kilomètres de point d'observation. Donc ici, bien sûr, le volet sismologique, c'est ce petit logo, mais là, on a déjà une relation qu'on a entre la sismologie et le citoyen depuis pas mal de temps.
Alors, le choix de la cible, cette carte-là, c'est une carte de zonage sismique qui sert en fait à vous dire si, selon la région où vous êtes, vous devez, votre nouvelle construction, vous devez suivre des règles de construction pour la rendre résistante à un certain niveau de séisme. Et évidemment, plus la couleur est sombre, plus le niveau d'agression est considéré élevé, et donc plus les performances du bâtiment sont demandées. Donc ça, c'est quelque chose qui est la carte mise à jour en 2011, c'est pas très vieux. Alors, on peut être intéressé dans les zones un peu rouges. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était la région nord-est. Alors, c'est pas tout à fait inintéressé du fait qu'on est sur Strasbourg et qu'on essaie de chercher quand même une proximité dans les lieux d'études, hein, c'est un peu évident. Mais on a cette zone-là qui fait partie des niveaux d'aléas les plus forts en termes au niveau national, qui est la zone sud de l'Alsace, là vous avez le zoom, qui est la zone de Mulhouse et d'Alpierche, ce secteur-là. Et ça va être aussi, si vous regardez en termes de sismicité, donc vous prenez la même carte, vous retrouvez une série de petits triangles. Ce sont les stations sismologiques permanentes qu'on a dans le secteur. Et puis vous avez des petits points jaunes, ce sont ou orange, c'est les niveaux de sismicité. Alors les couleurs ne se ressortent pas parfaitement, mais on voit quand même. Et on va aller voir ce secteur-là qui nous intéresse à plusieurs titres. Donc, évidemment en aléa. Alors il y a un choix sismologique, mais on a aussi dans ce secteur-là une population variée, avec une population urbaine avec la grande ville de Mulhouse, une population industrielle, de l'industrie à risque proximité de Bâle, et une population rurale dès qu'on sort de la grande ville. Alors ici, c'était le zoom sur le secteur, on retrouve cette sismicité. Alors déjà, vous voyez ces petits ronds qui sont orientés, tout simplement, on n'a pas une qualité de précision de mesure qui nous permet de voir ça de façon parfaite. Là, vous avez l'échelle en bas à 10 km, la localisation de tous ces événements sont à plus ou moins 2, 3, 4 km. Donc c'est pas la peine de prendre le point, de zoomer, de regarder sous quelle maison elle est, ça n'a pas de sens. Et puis finalement, peut-être que ce nuage de sismicité, c'est peut-être une zone orientée, c'est pas avec les quelques capteurs là, qui en plus sont des capteurs qui mesurent l'accélération du sol, donc quand même des mouvements assez forts qu'on va pouvoir relocaliser. L'autre intérêt de la région, c'est que dans cette étoile, il y a le gros séisme de 1356 de Bâle, qui est un des séismes les plus forts d'Europe. Qui a créé des dommages jusqu'à Strasbourg, qui est situé à 130 km. Donc c'est quand même un séisme majeur. Et puis ici, un petit événement qui est assez intéressant en 2018, pas très grand, mais qui va nous faire quand même aller sur l'autre aspect, c'est qu'on collecte des témoignages des gens, donc c'est pas seulement les témoignages libres, hein, c'est un questionnaire complètement dimensionné, sur lequel tout le monde répond aux mêmes questions, qui correspond à une échelle d'intensité, qui nous permet de remonter à l'échelle. Donc chacun de ces points, c'est une commune, ce n'est pas un témoignage. C'est une commune sur laquelle on moyenne les résultats de l'ensemble des témoins, et ils répondent à un questionnaire. Alors selon que la secousse elle est forte ou pas, il y a quelques questions à répondre ou beaucoup, et puis il y a une petite imagette qui synthétise le niveau de secousse, et ça nous permet de faire des cartes d'intensité de la secousse. Donc c'est important en termes d'aléas, en termes de risque aussi, qu'on va combiner aux données instrumentales. Et puis on va créer une carte, ce qu'on appelle des shake maps, ou des cartes de la secousse, où on voit évidemment à une échelle en termes d'intensité. Bon, là on va pas très haut parce que c'est un petit séisme, mais qui montre quand même la zone d'impact sur un événement qui était autour de magnitude de 3,5 là-haut. Donc c'est quand même un événement assez faible. Et on avait près d'1 millier de témoignages à ce niveau-là. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais il y a quelques triangles. Les quelques triangles, ce sont les stations qui font vraiment des mesures de capteurs. Donc elles sont assez rares. Donc c'est principalement sur l'observation humaine qu'on se base là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a comme capteur? Donc là, ce n'est pas des capteurs qu'on a développés, c'est des capteurs du marché, tout simplement parce qu'il y avait toute une série de fonctionnalités qui étaient derrière. L'objectif, c'est une station autonome, plug and play, n'importe qui peut la brancher. Avec, le point important pour nous, c'est un transfert automatique des données au format sismologue. Donc, plug and play, on se plug sur une station, sur une box internet. Et puis, un interface utilisateur web qui donne déjà des informations sur lesquelles on n'a pas été obligé de passer notre temps à travailler dessus. Donc on a déjà un package sur lequel on va pouvoir rajouter des choses par rapport à ce qu'on fait. Et les données au format sismologue, ça, on a, nous, au niveau sismologie, un format international qui est utilisé en partage de données. Et le format en sortie de ces capteurs-là, c'est exactement celui que nous utilisons. C'est-à-dire que ces formats-là, on les met dans nos logiciels de traitement de données, on les traite directement, on n'a pas besoin de faire de conversion de format. Donc pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Donc voilà, sans aller dans le détail, vous avez un capteur ici. Alors, je vous montrerai tout à l'heure dans mon sac pour vous montrer, mais c'est une petite boîte en plastique comme ça. Une composante, donc la mesure en verticale. 3 composantes, vous avez la verticale et les 2 horizontales. Et puis ici, la suivante, c'est une composante en termes de mesure de vitesse, hein, ce sont des vélocimètres, mais aussi 3 composantes accélérométriques, c'est des petits MEMS, qui sont moins sensibles et qui permettent de moins saturer sur des événements forts, même s'ils sont en probabilité assez faible. Alors, comment on les installe? Ça, c'est un petit zoom chez moi. Une des premières était chez moi. Donc, c'est un capteur ici, dans le coin de mon salon, avec ma box. Voilà, vous le branchez sur la prise de courant, vous le branchez sur la box, et c'est quasi terminé. Alors, j'ai mis une petite pierre dessus pour montrer un petit peu le couplage au niveau du sol, mais voilà comment ça se représente. Et voilà ce qu'on peut observer. Donc, ça, c'est une donnée qui est directement accessible à l'utilisateur. Hein. Il se connecte par son ordinateur, il est connecté sur son capteur, et il voit des traces comme ça. Donc chacune des lignes représente un quart d'heure. Les couleurs, c'est juste pour différencier un peu plus facilement les observations. Ici, on est dans une période de la journée, une période active, hein, où on peut avoir des camions, des bus, et des choses comme ça qui passent. Et ici, une période nocturne, qui est bien sûr plus calme, avec des petites choses qui se passent. Et puis, au milieu de la nuit, un séisme qui était au sud, donc tout près de Mulhouse, le secteur. Là, moi, je suis au niveau de Strasbourg, donc je suis à 130 km. On voit le super enregistrement chez moi, et qui a été utilisé pour localiser. Alors l'autre aspect que peut avoir aussi le citoyen qui a son capteur chez lui, c'est de voir l'ensemble des capteurs à l'échelle mondiale. Donc juste pour vous montrer cette carte-là, le premier capteur qui a été vendu, c'était début 2017. Donc en 2 ans, il y a eu à peu près 800 capteurs d'installer à l'échelle mondiale. Alors bien sûr représentés principalement au niveau de l'Amérique du Nord, pas mal en Europe et un petit peu sur le sud-est, mais vous voyez que la densité elle change un peu. Je ferai un zoom sur le nord-est tout à l'heure. Et donc, on a acheté, nous, 27 capteurs, donc on est dans une phase où nous, on fournit, par rapport à la question qui était posée avant, on fournit les capteurs, donc on n'est pas encore dans une phase où les citoyens ou les autorités vont acheter, ça c'est pour un projet supplémentaire. Et on a acheté donc 27 capteurs qui ont tous été testés avec une station de référence. Donc ça c'est le capteur qui intègre c'est une station sismologique complète, c'est-à-dire un petit ordinateur, un Raspberry Pi dedans. Et puis ça c'est un capteur, on va dire, haut de gamme qu'on a sur le terrain, dans lequel on rajoute encore un numériseur et tout ce qui est le système de transmission. Donc on a testé l'ensemble, puisqu'on a des variabilités, pour vraiment les calibrer avant d'aller sur le terrain et vérifier les spécifications des revendeurs, qui correspondaient bien à nos besoins. Alors sur le volet sciences humaines, bien entendu le logo sciences humaines est grand, mais on a toujours dans temps en temps le petit logo sismicité derrière, puisque c'est vraiment le phénomène sismique qui nous intéresse. Donc l'objectif c'est d'observer l'engagement des citoyens et ses effets. Donc avec des hypothèses de travail qui sont l'installation d'un sismographe chez soi induira notamment obligatoirement, enfin nécessairement, on s'y attend un petit peu, mais on peut peut-être être surpris, un changement dans la perception de la sismologie, de la science en général. Donc c'est l'aspect un peu science en général, science en particulier. Et puis, quel est l'usage du dispositif que feront les gens? Parce que c'est juste pour l'héberger, je l'ai chez moi, je le branche, je ne fais plus rien. Ou bien finalement, je vais vouloir avoir de nouveaux savoirs, je vais m'informer, je vais faire des choses que je ne peux pas faire parce qu'on ne m'a pas laissé la possibilité de faire des travaux sur les données, ou une valorisation sociale des savoirs par rapport à son environnement, par rapport aux mesures. Et puis, un des objectifs, donc, c'est observer les incidences de ces différents usages sur les représentations. Le protocole pour les sciences humaines, donc notre travail, vous voyez, il démarre en 2018. Hein. On avait commencé nos premiers tests en zone de Strasbourg en 2017, hein, pour tester un petit peu un test à blanc avec les capteurs. Donc on a défini notre stratégie, la rédaction du guide d'entretien, puisque les gens, quand on déposait le capteur chez eux, on a eu un entretien au moment où on dépose le capteur, et pour voir s'il y a une évolution, il y aura un deuxième entretien 6 à 8 mois plus tard. Donc des documents de communication pour chercher le public. De décembre à février, constitution de l'échantillon et réalisation des entretiens, on verra sur ça, avec l'installation des capteurs low cost chez les gens. Alors, je vous ai parlé du prix des capteurs 50 000 à 100 000. Là, les capteurs sont grossièrement 1 000 €. Donc on passe d'un facteur, on divise 50 à 100 en termes de coût, en ce qui nous concerne. Réalisation des entretiens, ça c'est pour la suite, donc ce sera à l'automne, et puis le travail d'analyse dernière. Alors maintenant, je ne peux pas passer. La petite flèche. Bon, je vais prendre la petite flèche, ça va marcher. Ah, c'est bon. Je ne vais pas sauter.
Donc la localisation était imposée un petit peu par des critères sismologiques. Ici, vous avez une représentation optimum de la répartition des stations, mais bien entendu, dans certains cas, on est au milieu d'une forêt, il n'y a pas d'habitat, donc voilà, c'est la théorie. Ça, c'est l'appel aux citoyens, hein, donc la science a besoin de vous, donc c'est de trouver les citoyens qui étaient répartis en secteur. Donc dans la grande ville de Mulhouse, il n'y avait pas trop de soucis, mais dès qu'on arrive à la campagne, c'est un petit peu différent. Et puis donc, on avait une recherche de 20 ADN-SAINT particuliers, au profil diversifié pour l'étude sciences humaines. Et donc là, on utilisait les communications par les mairies, les associations, les rectorats, les réseaux sociaux, tout ce qu'on pouvait utiliser, les boîtes aux lettres. On a eu à peu près 80 réponses. Et puis voilà à quoi ressemble le réseau déployé. Les petites couleurs représentent juste les niveaux de bruit, c'est-à-dire le niveau de bruit ambiant. C'est-à-dire vous pouvez très bien être proche d'une route ou bien beaucoup d'activités dans votre maison, vous allez avoir un bruit plus élevé, ou bien ici, vous allez être dans un endroit extrêmement calme et puis vous allez avoir très peu de bruit. Alors ce bruit va changer au fur et à mesure de la journée. Et puis voilà la zone qui était en théorie au départ sur laquelle on était parti. Alors, l'objectif du premier entretien, c'était le parcours des gens, le parcours des hébergeurs, leur sensibilité face à l'environnement, au projet industriel de la région. Il y a des projets assez importants de géothermie notamment qui ont généré un séisme qui a créé des dégâts et qui a été arrêté suite à ce séisme-là. Donc ça peut poser un certain nombre de réactions différentes par rapport à la géothermie, par exemple, aux nouvelles énergies, à la science, à la sismologie. Et puis, dans les aspects pratiques, on avait laissé la possibilité de répondre seul, en couple ou en famille. Et on avait quand même demandé une signature d'un consentement éclairé, notamment sur l'éthique des répondants, aussi de l'engagement de garder les capteurs branchés, parce que si les capteurs sont débranchés tous les 15 jours, ça va pas être crédible. Donc l'entretien varie entre une demi-heure et 1h30. Plus de la moitié ont répondu en couple, et on a un assez bon équilibre entre l'âge des gens et les professions. Voilà, le petit graphe tout à l'heure. L'entretien maintenant en phase de transcription mot à mot avec l'analyse à venir par différents logiciels. Donc, en termes de représentation, on a à peu près moitié, on a un petit peu plus de couples que de personnes seules. Sur les 22 sites, donc il y a un peu plus de personnes. En fait, il y a 34 personnes qui ont été interviewées, dont un petit peu 44% de femmes et 56% d'hommes. Donc on a une répartition qui n'est pas parfaite, mais qui est... ça peut être un peu équilibré. Et puis une répartition un petit peu, là c'est un découpage par décennie au niveau de l'âge des personnes. On a un peu plus de, on va dire, de trentenaires et de cinquantenaires, mais on est assez bien répartis, pas très loin, un quart de la population entre 30 et 70 ans. Et puis la répartition professionnelle aussi des gens. Alors évidemment, quand on a un panel de 34 personnes, on ne peut pas avoir tout avec tous les critères, donc on se retrouve avec une représentation plus importante d'employés, mais de retraités, on a essayé de mixer un petit peu dans la mesure du possible. Alors, en termes de résultats au niveau sismicité, donc on a installé les capteurs fin décembre, début janvier, donc février, donc on n'a pas... On est vraiment au début. Mais on a eu un petit signe de magnitude 2,7 dans ce secteur-là, donc en dehors du réseau, on n'est pas dans le réseau lui-même. Et puis ici, vous voyez différents signes, différentes stations. La seule différence, c'est que la première station, c'est une station permanente, on va dire qualité professionnelle. Et puis les autres, ce sont les mesures qui sont faites sur les stations, l'exemple de quelques stations du réseau avec les capteurs locaux installés chez les gens dans leur bâtiment. Et le dernier point, c'est le taux de disponibilité des stations, sachant que les gens, ils ont ça chez eux dans leur salon, dans leur cuisine ou à côté de leur box, en tout cas, à proximité de leur box sur Internet. On leur a demandé de ne pas la débrancher, mais il y a quand même des gens, quand ils partent en vacances, ils coupent le courant. Donc s'ils coupent le courant, la box elle est coupée. Donc voilà, il y a des petites choses. Et puis l'ensemble des données, en fait, elles arrivent, donc elles partent des capteurs, elles vont dans un système qui est centralisé par ceux qui vendent, c'est-à-dire que ceux qui vendent le capteur, ils vendent aussi un système de base de données sur lequel ils vont au moins garder pendant 2 ans les données. Et nous, on vient puiser en temps réel dans ces données-là. Et on les met dans notre base de données qui, elle, est plus pérenne, qui est vraiment une base de données d'observatoire.
Et donc on a eu quelques soucis de récupération de données. Quand on voit, on n'a pas perdu toutes les stations, mais on voit qu'ici on était à 50% de données, on a eu du mal à... Donc là on va essayer de les récupérer, normalement on devrait les avoir. Mais on a un taux de disponibilité qui dépasse en général, vous voyez les couleurs là, on est à plus de 90 à 95%. La plupart du temps. Alors évidemment au début il n'y a pas de disponibilité parce que la station n'était pas installée. Là c'est typiquement une station qui a été coupée, les 2 capteurs qui ont été arrêtés pendant une période de vacances, une période d'absence de gens, donc ça on essaie d'éviter avec les personnes. Voilà. Merci. Donc là, peut-être juste sur cette image-là, on voit ce que nous on a installé donc, chez moi et les collègues de mon labo ou les amis autour de Strasbourg. Ça c'est une station qui est installée, qui est très bas bruit tout simplement parce que dans la montagne, à côté d'une station permanente dans une ancienne mine dans les Vosges. Ça c'est le fameux réseau qu'on a installé nous, sachant que cette station, c'est pas une station que nous on a installée, c'est un particulier qui l'a fait tout seul. Et ça c'est quelques stations qui ont été installées en Suisse par d'autres personnes. Voilà. Une question, c'est qu'est-ce que vous voulez dire par parcours? Quel type de parcours vous allez regarder systématiquement? Et la deuxième, c'est moi, un gamin de 9 ans chez moi qui voit un sismographe dans mon salon, on va faire expert comme des petits copains pour faire du saut, faire du tambour, etc. Donc, si vous n'êtes pas là pour vérifier ce qui se passe, comment vous êtes capable de déterminer quel type de bruit c'est? J'ai pas ça, j'ai ça. Alors, donc sur voilà, ma question elle était plus sciences humaines, le parcours, c'était voir un peu, les questions étaient un petit peu de raconter leur vie, entre guillemets, quel était leur parcours professionnel et est-ce qu'ils ont toujours été dans la région, est-ce qu'ils viennent d'autres régions, est-ce que ce sont des locaux, est-ce que ce sont des familles, comment ils perçoivent la région, enfin dans une autre. Donc il y a tout un aspect, on va dire, vraiment connaître la personne avant d'aller un peu plus loin. Donc le parcours, notamment le parcours professionnel, les gens qui font... Enfin là, moi je suis plutôt dans la partie sismologie, mais les personnes qui font la partie sciences humaines souhaitaient avoir vraiment une... ça pouvait prendre bien 10 minutes dans l'interview de connaître un peu le parcours des personnes. Donc ce sont des gens qui étaient plus technophiles en général? Pas obligatoirement. Alors on a évité... Alors évidemment, quand on fait un appel aux gens, ce sont les gens qui sont un peu sensibles et intéressés. Donc ce qui nous a posé difficulté, c'était de varier le panel et de sortir un peu des gens qui étaient technophiles. Alors, les gens qui sont technophiles, c'est bien et pas bien à la fois, parce que c'est bien, on va se dire, si on a un souci, ils vont le faire, mais c'est les premiers qui vont jouer avec le capteur, ils vont aller sur le site, ils changer les paramètres, ou débrancher ou reprogrammer leur box, et on a eu parfois plus de soucis avec les technophiles que ceux qui le faisaient juste. Pour la question, pour l'activité des gens, effectivement, on peut avoir un bruit. En termes de sismologie, en fait, on peut avoir ça sur n'importe quelle station, vous avez un troupeau qui passe à côté d'une station, un camion. Bon, les gamins, ça dure quand même, ça l'enregistrement continue, 24 heures sur 24, donc je pense qu'ils vont s'épuiser au bout d'un moment. Mais il faudrait vraiment qu'il y ait une cohérence entre les jeux des gens dans les différentes stations. Donc nous, on fonctionne vraiment par nombre de stations et nombre d'observations. Alors la difficulté qu'on a là-dessus, pour l'instant, c'est d'enlever tout le bruit pour ne garder que les signaux. Et là, c'est toute une question de cohérence, et donc c'est tous les programmes que nous, on fait tourner derrière. Dernière question, peut-être. Juste quand vous parlez de je ne sais pas si vous faites des études de corrélation ou d'autocorrélation spatiale ou quelque chose comme ça pour justement déterminer qu'une station c'est un bruit et l'autre station c'est moyenner les valeurs en quelque sorte. Alors bon, il y a plusieurs façons d'approcher ce problème-là. Il y en a une première, c'est d'essayer d'enlever le bruit. Donc c'est par des notions de filtrage en termes de fréquence, contenu fréquentiel. Mais les événements sismiques, si vous avez un petit séisme, vous avez beaucoup de fréquences en contenu fréquentiel dans le signal. Si vous avez un séisme plus important, vous avez plus de basses fréquences. Donc ça va vraiment jouer en fonction de ce que vous allez voir. Et après, quand on travaille sur des stations, l'objectif, quel que soit l'endroit, c'est d'avoir... Donc on a en fait une onde, le principe d'un séisme, c'est qu'il va y avoir des ondes, elles vont arriver à différents endroits. Et donc il faut qu'il y ait une relation quand même d'espace et de vitesse de propagation. Et c'est là où on va pouvoir voir qu'il y ait une cohérence dans le sens où ces ondes peuvent partir dans un endroit commun ou pas. Donc s'il n'y a pas cette capacité-là, donc l'objectif en général chez nous, bon, le minimum c'est 3 stations, voire plus, et de voir plusieurs ondes, qu'on appelle des phases, qui arrivent, et donc on a des critères. Donc selon le critère, j'ai un autre schéma qui est un peu plus compliqué à expliquer, mais selon le critère, c'est-à-dire selon le... on va dire, plus on veut détecter de choses, plus on prend le risque de détecter de mauvaises choses.
Donc il va falloir trouver le trade-off entre les deux, et ça va dépendre du type d'événement. Et c'est typiquement un des challenges de notre projet, c'est que ce type de situation, on l'a pas encore eu, puisqu'on démarre, et donc on va voir jusqu'à quel niveau on va pouvoir avoir un complément ou pas. Je ne sais pas si j'ai répondu.